Il y a un paradoxe. Nous avons fait en France les 2 premières mondiales, avec 2 professeurs de médecine français. L'un sur un enfant qui était envoyé par des Américains à Eliane Gulkman, professeur d'hématologie à l'hôpital Saint-Louis, qui, cet enfant avait une maladie de Fanconi, et elle a eu l'idée d'extraire des cellules souches du sang de cordon. Alors il avait 6 ans, c'était en 1988 Oui, 88, pour guérir cet enfant. Cet enfant aujourd'hui a 25 ans, il est guéri. Et le professeur Gorin, à l'hôpital Saint-Antoine, quelques années après, a fait la première mondiale pour guérir un adulte. Nous avons fait donc les 2 premières mondiales. Et nous sommes le 16e pays à collecter, après la Tchéquie, notre sang de cordon. Nous avons environ 7000 unités de sang de cordon, il en faudrait environ 50 000, et nous sommes obligés d'aller en chercher à l'extérieur, ce qui a un coût pour la sécurité sociale. Alors qu'on pourrait le prendre chez nous. Absolument. Mais on le jette aujourd'hui. Puisqu'en plus, nous sommes un des pays européens qui a le plus fort taux de natalité, avec 800 000 naissances par an. Au-delà, nous avons une population très diversifiée. Or, l'on sait que le sang de cordon a des capacités importantes pour soigner certaines maladies provenant de populations africaines comme la drépanocytose, et donc qu'on pourrait avoir une politique ici et l'exporter ailleurs, politique de solidarité. Et troisièmement, donc peu de moyens publics et peu de financement public. Il y a que 8 maternités qui collectent le sang de cordon. Et troisièmement, juridiquement, il est considéré comme un déchet opératoire avant d'être utilisé. Et donc tout mon combat est de faire en sorte qu'il y ait une politique publique. Et là, je voudrais remercier la ministre de la Santé qui a permis de dégager un certain nombre de crédits affectés au plan cancer à la politique du sang de cordon. Et donc, nous allons doubler le nombre de banques et le nombre de maternités pour collecter le sang de cordon. Et deuxièmement, j'ai déposé une proposition de loi qui a été signée par à peu près 90 collègues du Sénat, demandant qu'on passe juridiquement du statut de déchet opératoire au statut de ressource thérapeutique, puisqu'il est une ressource thérapeutique. Vous avez bon espoir que ça aboutisse ? J'ai bon espoir que ça aboutisse, soit en tant que proposition de loi, soit, je l'espère, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. Il y a quelques paradoxes aujourd'hui à ne pas affecter un certain nombre de crédits à des politiques qui permettent de soigner. Je dirais que quelque part, il est inéthique de ne pas encourager cette politique. On ne voit pas très bien ce qui pourrait s'opposer à cette affirmation. Enfin, je ne suis pas expert du sujet, mais à ce que vous présentez comme étant quelque chose relevant du bon sens, somme toute. Absolument. Absolument, mais il faut maintenant une volonté politique qui permette de changer de statut. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Un certain nombre de femmes vont à l'étranger, paient pour faire collecter leur sang de cordon. Vous savez que nous avons une politique du don avec 2 principes, gratuité et anonymat. Et je voudrais rappeler comme ça, il n'y a pas de business. Toute la politique des cellules souches adultes, c'est-à-dire qui comprennent les cellules de votre corps et de mon corps, mais aussi les cellules issues du sang de cordon ombilical, ont des indications thérapeutiques aujourd'hui dans 85 pathologies et notamment dans les maladies, dans les systèmes liés aux maladies du sang, ce qu'on appelle les maladies hématopoïétiques. Et d'ailleurs, récemment, j'ai reçu un courrier d'une personne traitée par chimiothérapie qui avait un grave cancer, qui me disait « Madame, j'ai lu un de vos articles et je vous remercie car le médecin a décidé de changer de politique pour me soigner. Il m'a traité avec des cellules souches du sang de cordon et depuis je suis guérie. » Cordon, source de vie, l'association de Marie-Thérèse Armange, votre combat aussi, on en parle ce matin dans le cadre de cette grande veillée pour la vie qui a lieu ce soir à Notre-Dame de Paris. Alors j'avais une question qui était ma première question au tout début de notre entretien. Est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux que seuls les chrétiens défendent cette idée de la vie ? Parce que rien n'est plus fédérateur en soi que la défense de la vie. Il devrait y avoir des juifs, des musulmans, des laïcs, comme c'est le cas d'ailleurs un peu pour la burqa, où Marie-Thérèse Armange, on peut voir que des personnes venues d'horizons extrêmement différents se retrouvent sur une même ligne. Par exemple, riposte laïque pour l'interdiction totale de la burqa, au même titre que des personnes qui peuvent défendre, ce qui est votre cas, l'héritage chrétien de l'Europe.
Les chrétiens défendent la vie parce qu'ils estiment d'abord que la vie est un don de Dieu et donc ils la défendent en tant que telle. Mais on peut imaginer aussi, pourquoi pas, et je connais un certain nombre de personnes qui sont dans cette optique, je dirais même... Mais on ne les entend pas beaucoup, hein. Au sein du corps médical, parce qu'on critique beaucoup le corps médical. J'ai eu à le côtoyer beaucoup récemment pour différentes raisons. Et je vois comment l'interpellation du questionnement de la vie lié à l'euthanasie, en périnatalité, lié à la fin de vie, et lié aux phases terminales de cancer, peut interpeller. Et je crois que beaucoup plus qu'on ne le dit, certains quelque part ont en eux une réponse politique, une réponse citoyenne face à l'événement auquel ils sont confrontés. Plus la fin de vie que le début. Qu'ils ne manifestent pas de façon peut-être collective. On pourrait imaginer peut-être, pourquoi pas, une réponse, une riposte laïque. Oui, parce qu'aujourd'hui, notre société croit se trouver en paix, mais en fait, quelque part, elle désigne et élimine des boucs émissaires auxquels on fait porter, en fait, toute la réponse, toute la responsabilité du malheur des hommes. Et je crois qu'il y a peut-être... À qui pensez-vous quand vous parlez de bouc émissaire ? Je pense aujourd'hui on a une politique quand même relativement sélective qui élimine petit à petit tout ce qui est largement différent. C'est une politique qui est indolore. C'est une politique quand même qui, avec une manifestation, la plus grande manifestation, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la problématique de la trisomie 21. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on dise un mot de... Vous parlez d'eugénisme, hein, vous. Moi, je dis que la question de l'eugénisme se pose. Oui, j'ai la définition de l'eugénisme. C'est Darwin qui a été donnée par l'anglais Galton, qui était un cousin de Darwin en 1904. Étude des facteurs socialement contrôlables qui peuvent élever ou abaisser les qualités raciales des générations futures, aussi bien physiquement que mentalement. Alors, l'eugénisme, il peut être soit positif, quand il favorise des individus comme les mieux pourvus, soit négatif, quand il procède à l'élimination des individus les moins bien pourvus avant la naissance. L'un va avec l'autre. Autrement dit, le problème aujourd'hui, notre choix législatif aujourd'hui est déterminé sur quels critères fonder ce que l'on pourrait appeler la qualité humaine. Parce que lorsque vous définissez une norme technique pour adapter un fauteuil de bébé dans votre voiture, vous pouvez définir une norme, bien normée. Mais lorsque vous définissez une norme par rapport à un enfant, un être, par rapport à ce qui risque d'être différent, eh bien à ce moment-là, indirectement, vous induisez, en supprimant l'ensemble de ceux qui pourraient demain être différents, vous induisez une politique eugénique. C'est-à-dire que finalement, le choix individuel proposé systématiquement induit une demande sociale et aboutit à un choix collectif, dont une partie d'ailleurs est financée aujourd'hui par la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, par exemple, on fait environ 75 000 amniosynthèses par an pour dépister la trisomie 21. C'est un examen qui est invasif, qui aboutit entre à peu près 400 et 700 fausses couches, dont certaines ne donneraient pas lieu à des enfants trisomiques. Et par rapport à ces 75 000 amniosynthèses, il y a environ 391 bébés qui sont porteurs de trisomie 21. Et on considère aujourd'hui que sur 100 fœtus dépistés, il y en a 95 qui aujourd'hui sont supprimés. Donc aujourd'hui, on considère indirectement que la trisomie 21 est porteur est porteur d'une particulière gravité, alors que la loi indique que quand on fait un dépistage prénatal ou un dépistage préimplantatoire, cette notion ne peut pas entrer en ligne de compte, mais le dépistage systématique aboutit finalement, et c'est tout le combat d'Éléonore, à ce que la trisomie 21 est en voie d'éradication quelque part volontairement.
Le combat d'Éléonore, c'est cette jeune fille trisomique qui fait une tournée en ce moment dans toute la France. Vous l'avez suivi, ça, Marie-Thérèse Armange? Je l'ai un peu suivi, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai un peu suivi, mais je n'ai pas rencontré.